Mais c'est aussi le travail d'un galeriste, je trouve, de remettre au goût du jour ou de mettre en lumière des sculpteurs un petit peu oubliés, sans raison d'ailleurs, mais souvent oubliés. Chaque objet d'art a une histoire à raconter, une histoire qui devient mythe, un mythe qui devient légende. Bienvenue dans Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Ici, vous entendrez les voix de celles et ceux qui le font vivre. Galeries, experts, collectionneurs, maisons de vente. Partez pour un voyage unique, où la tradition et le savoir-faire riment aujourd'hui avec l'innovation digitale et technologique. De nouveaux enjeux rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Venez avec moi, je suis Borna Scognamiglio et ça, c'est Rosso Antico. Avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler de ArtEdge. ArtEdge est la première plateforme française dédiée à structurer des garanties financières sur mesure pour les ventes aux enchères. Que vous soyez une maison de vente, un vendeur ou un acheteur, cette solution vous ouvre de nouvelles perspectives. Pour les maisons de vente, ArtEdge permet de dynamiser les enchères et de renforcer la confiance des consignataires grâce à une garantie de prix plancher proposée par des garants professionnels. Pour les vendeurs, c'est la certitude que leur œuvre sera vendue dans des conditions sécurisées. Et enfin, pour les garants, ArtEdge, c'est l'opportunité de rejoindre un réseau exclusif d'investisseurs et de collectionneurs qui ont un accès privilégié à des œuvres de qualité muséale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.artedge.co. ARTHEDGE.co. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rosso Antico, notre podcast qui explore le marché de l'art. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un super invité, Xavier Écoute. Bonjour Xavier. Bonjour, moi aussi je suis ravi de faire partie de votre émission. Écoutez, nous on est vraiment enthousiastes d'écouter votre histoire, de pouvoir discuter avec vous de plein de sujets. Euh, Notamment, je pense, la sculpture animalière, n'est-ce pas? Sachez que hier soir, je lisais à ma fille, vous savez les livres musicaux, eh bien hier je lisais Le Carnaval, des animaux de Camille Saint-Saëns Bien sûr. et en fait je disais: «Bah tiens, tu sais, Livia, demain je parle avec un super monsieur qui connaît tous les animaux du du Carnaval de Camille de Saint-Saëns et aussi j'ai le nouveau catalogue, de pompons, qui vient de sortir, le catalogue raisonné et je pense que vous y connaissez un petit peu. Ouais, c'est un artiste que j'aime beaucoup, bien sûr. Voilà, donc on va pouvoir parler de tout ça et aussi, je pense d'un nouveau rôle, dont vous avez pris, la charge il y a quelques semaines, mais on laisse un peu le suspense. Mais bon, les avertis connaîtront déjà la nouvelle par rapport, à une foire très importante qui se déroule à Paris. Mais bien, avant tout ça, Xavier, comme la tradition le veut, je vous demande pour nos auditeurs de vous présenter. Et donc je m'appelle, Xavier Coutts et j'ai une galerie qui porte, mon nom, qui se trouve, rue Jacques-Callot au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Je suis spécialiste, pour la sculpture animalière. Alors c'est une très petite, niche, un petit créneau parce que je ne vends que de la sculpture animalière entre 1905 et 1950. Pour corser le tout, je ne présente que des artistes français, belges et suisses. Je ne vends bien sûr que des sculptures, authentiques. Nous n'avons pas de fonds de posthume, nous n'avons pas d'anglais, pas d'américain, pas d'allemand et nous exposons que des artistes qui ont été exclusivement animaliers. C'est-à-dire que si les artistes avaient fait de leur vivant, de la figure humaine, en plus de l'animalier, ça, ce ne sont pas des artistes que nous présentons. Donc voilà, ça réduit un petit peu, le nombre d'artistes et le nombre de possibles. Tout à fait et donc ça augmente aussi la rareté et l'importance de travailler sur une niche, mais qui reste tout de même dynamique avec un enthousiasme que vous présentez, tous les jours et ça se voit, que ce soit sur les réseaux sociaux et surtout sur vos stands, par la qualité, et vraiment, la foison, du bestiaire que vous pouvez, dérouler, lors du phare ou dans votre galerie. C'est assez impressionnant et on va parler aussi, de tout ça. Je voulais vous demander, Xavier, en fait, comment vous avez commencé dans ce domaine? Est-ce que c'est, quelque chose, une tradition familiale que vous, continuez ou c'est venu vraiment, par vous?
cette passion pour, l'art, avant tout? Et après, pour toi, la sculpture animalière, hein, ça vient d'où? Alors, j'ai débuté non, ce n'est pas une tradition familiale, mes parents n'étaient pas du tout dans le marché de l'art. J'avais un papa disquaire, mais c'est vraiment le hasard qui me fait changer de voie, car j'ai commencé à travailler en étant agent immobilier et j'avais une petite agence qui se trouvait dans le 14e. J'ai vendu une très jolie maison rue Boissonnade à un collectionneur franco-américain, mais un collectionneur d'art. Et le fait d'avoir réussi à tisser avec lui une relation assez amicale après cette, vente immobilière, ça m'a permis de découvrir ce monde que je ne connaissais pas. Il m'avait demandé d'enchérir pour lui en salle des ventes. C'est un endroit dans lequel je n'allais jamais avant. Ça a beaucoup éveillé, mon intérêt pour le marché de l'art et puis ce qui a été, décisif, c'est que j'ai fait visiter un marchand que j'appréciais énormément, qui s'appelait Yves Gastou, dont le fils Victor est un ami et continue la galerie poursuit le travail de son papa. Il avait une galerie rue Bonaparte. J'ai fait visiter mon appartement à Yves Gastou, qui pour me remercier m'a invité à la Biennale des Antiquaires en 1996 au Grand Palais. J'étais vraiment inculte parce que je ne savais pas que la Biennale des Antiquaires existait et en arrivant dans ce lieu déjà incroyable qu'est le Grand Palais et en arrivant sur le stand d'Yves Gaston, je me suis dit que c'était vraiment ce métier-là que je voulais faire. Je trouvais que tout était beau et fascinant. Alors même en ne connaissant absolument rien, je trouvais ça très beau et c'est vraiment, je crois Gaston qui a déclenché, cette vocation. Excellent, waouh! Superbe histoire en tout cas, c'est super inspirant. Et pourquoi donc les animaux? On me pose souvent cette question et j'ai souvent également du mal à répondre parce qu'il n'y a pas d'éléments, qui a pu faire que j'ai choisi ce domaine. Je crois, moi je ne suis pas parisien, je viens d'un petit village, de l'Oise et mes 4 grands-parents travaillaient tous les 4 dans une ferme. Je montais, énormément à cheval étant petit. Heu, je crois que le fait d'avoir été entouré d'animaux, hem, m'a toujours fait aimer les animaux, ça c'est la première des choses. Et ensuite en commençant à travailler, j'ai eu beaucoup de chance, le hasard de la vie fait que j'ai travaillé avec, un monsieur qui s'appelait Jérôme Guérand-Hermès et qui était président du conseil de surveillance notamment de la maison Hermès et surtout du musée privé qui est le musée Hermès. Alors bien sûr, eux, leur animal de prédilection était le cheval, mais pas que, mais principalement le cheval et du coup ça m'a rebaigné aussi dans cette ambiance, animalière. D'accord, OK. Eh bien, c'est super. Et je voulais, donc vous demander aujourd'hui, à la galerie, donc on fait un fast forward, on arrive, aujourd'hui, à la galerie, Xavier Écoute, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au public qui pourrait donc franchir le seuil de votre galerie? Est-ce qu'il y a des expositions particulières ou à venir? Des objets, intéressants, des nouvelles acquisitions, qu'ils pourraient admirer? Alors nous avons une politique un petit peu particulière, enfin qui peut être qui peut être critiquable. C'est-à-dire qu'à la galerie, la galerie est sur 2 niveaux. Nous exposons au rez-de-chaussée des œuvres qui ont déjà été montrées. Nous exposons à l'étage des œuvres, plus rares, plus importantes que l'on peut garder pour des collectionneurs. Mais la plupart du temps, les œuvres phares et importantes, nous les cachons, nous les mettons de côté pour les salons à venir. Nous ne faisons que 2 salons par an. Le 1er est au mois de mars, est à Maastricht, qui s'appelle la TEFAF et le second salon où nous participons est Fine Art, Paris en septembre au Grand Palais et c'est important aussi pour que les collectionneurs nous suivent et continuent de venir, voir nos stands en tout cas, de leur montrer des nouveautés lors des salons. Donc à la galerie, on a toujours un panel de sculpteurs importants, notamment, Roger Gottscho, pour lequel nous avons, coécrit le catalogue raisonné. Ça, c'est vraiment le fond de la galerie. On essaie toujours d'avoir un Bugatti parce que c'est un très grand nom, un Pompon parce que c'est le second grand nom, mais également beaucoup d'artistes, confidentiels qu'on essaie de tirer vers le haut en tout cas et de faire connaître au plus grand nombre. Merci pour la réponse, mais c'est vrai que, heu, j'imagine, dans ce domaine, il y a beaucoup d'artistes dont on ne connaît pas le nom et votre travail, c'est un travail de fond. Enfin, vous faites vraiment, un travail externalisé pour des objets, de qualité muséale, finalement. Exactement, on essaie de mettre vraiment en valeur, ces sculptures animalières. Nous avons,
l'été, dernier, non pardon, il y a 2 ans, organisé une exposition sur les femmes sculptrices animalières des années 30 et on se rend compte en montant cette exposition qui avait pris beaucoup de temps, on travaillait dessus avec, ma collaboratrice Aurélie depuis, près de 3 ans, que très, très peu étaient connues. Il y en a 1 ou 2 qui, de leur vivant, ont réussi à gagner leur vie grâce à leur talent et à leur art et je trouvais que c'était important aussi de montrer que dans ce domaine de l'art animalier, il n'y a pas que des, pompons et des Bugatti. Il y a aussi beaucoup de sculpteurs, mais avec un talent, très important et qui n'ont pas des prix à leur juste valeur et c'est à nous de les mettre en avant. Eh ben, c'est un très bon point, et c'est une question que je voulais aborder avec vous parce que pour des artistes qui n'ont pas encore, une cote et dont il faut justement, leur rendre mérite et donc, les mettre sur le devant de la scène et montrer la qualité, de leur travail. Comment vous définissez une œuvre et un artiste de qualité par rapport, à un autre? C'est quoi en fait, je ne dirais pas votre secret, mais où est-ce que l'œil tombe pour que ou la main lorsque vous touchez une patine? Comment vous définissez une œuvre d'une qualité exceptionnelle qui mérite d'être, exposée, dans votre galerie? Alors, en effet, imaginons que nous soyons en face d'une œuvre sans signature. La première des choses, il faut qu'il y ait un petit peu un éblouissement. Il faut qu'on dise: «Ah, cette sculpture, elle est vraiment belle» ou «Cet animal est très bien traité». Il y a le côté, 20e siècle qui apporte toujours une touche de modernité et ce qui est très important quand vous parlez de patine, c'est que contrairement au 19e siècle où la sculpture animalière en tout cas, était considérée et à juste titre comme un objet purement décoratif. Car, sans être, pénible ou trop rébarbatif, la technique de la fonte, c'était des fontes au sable et donc c'était une industrialisation de la production et dans toute, bonne famille, bourgeoise, il y avait un cheval de Pierre Julmen, il y avait une panthère de Barry. Alors qu'au XXe siècle, puisque nous parlions de patine, les fontes, nous sommes revenus à la cire perdue dès le début du XXe siècle, notamment grâce à Hébrard, qui a été le fondeur de Bugatti et là, on se rend compte que le travail du sculpteur est vraiment un travail en osmose et une très grande relation de confiance et très souvent d'amitié d'ailleurs avec son fondeur. Et on voit que ces œuvres, qui sont quasiment tout le temps très, très peu éditées et nous avons, eu fréquemment des œuvres uniques, plusieurs à 2 ou 3 exemplaires. Quand le fondeur a été bon et que le sculpteur est bon, tout ça réuni fait que c'est une œuvre de grande qualité. Et nous parlions tout à l'heure de d'artistes un peu confidentiels. Il y a un artiste que j'aime énormément qui s'appelle Marcel Lémard et qu'on a commencé à vendre, en 2005-2008 à la galerie, c'était très peu cher et le la piscine de Roubaix a décidé de faire une rétrospective de lui en 2014, donc il y a maintenant 11 ans, où l'on avait demandé du coup à nos collectionneurs de prêter les œuvres et cet artiste-là, qui est aujourd'hui recherché et dont la cote a augmenté, mais c'est en fait normal. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas assez cher pour son talent. Quand on voit que toutes les patines sont sublimes, son fondeur a été Valzuani, ses œuvres sont très peu éditées et on les retrouve dans beaucoup de musées. C'est normal et alors on pourrait penser que je scie un peu, comme on dit, la branche sur laquelle je suis assis parce qu'en effet, plus ces artistes deviennent, chers, moins c'est facile de les acheter et cetera. Mais c'est aussi le travail d'un galeriste, je trouve, de remettre au goût du jour ou de mettre en lumière des sculpteurs un petit peu oubliés, sans raison d'ailleurs, mais souvent oubliés. Très bien, ouais, c'est vrai que c'est les aléas de l'histoire, des hommes et des femmes, finalement, Exactement. parfois c'est de la chance ou de la malchance qui font le succès, d'un artiste et parfois c'est assez inexplicable, mais après il y a la sérendipité. Vous tombez dessus et une nouvelle histoire commence et justement pour, ces histoires qui vont être écrites, par vous, est-ce que vous avez un ou 2 objets, dont l'acquisition, a quelque chose de particulier, une provenance intéressante, une anecdote, passionnante ou rigolote pour nos auditeurs? Oui, c'est toujours, compliqué de raconter une acquisition ou une vente parce que c'est presque trahir un secret. C'est-à-dire que si je raconte une très bonne acquisition, Ouais, on pourrait se dire: «Bah, tiens, il a acheté trop peu cher un objet qui était très bien» et si je raconte une très belle vente, on va se dire: «Il vend très, très cher un objet qu'il a acheté peu cher». Non, mais non, je comprends, bien sûr. Heu, non, j'ai acheté il y a quelques années, en fait, une dame m'avait téléphoné à la galerie en me disant: «J'ai un ours de pompon,
que mon mari a acheté en salle des ventes, mais notamment pour l'Or de Bonpland. Il y a tellement de fonds de posthumes par rapport aux photos authentiques qui sont rares, que j'avais pas grand espoir. Et quand cette dame est venue à la galerie, elle était amusante parce que très sûre d'elle en me disant: «Je suis allé le montrer à 3 salles des ventes. J'ai exactement l'estimation, donc je sais combien ça vaut». Et je n'avais pas du coup besoin de faire le prix. L'ours était tout à fait authentique et je lui ai dit: «Quel est votre prix?» Et donc elle m'a donné son prix et je l'ai acheté. Elle m'a dit: «C'est anonyme, mais c'est sûr que c'est Pompon». Et en fait, sous les pattes de l'ours, il y avait un petit feutre de coller qui permettait que les pattes ne rayent pas le meuble sur lequel il était posé. Et et en voyant l'œuvre, je n'ai pas envie d'enlever le feutre devant elle parce que ça aurait été trop donné de connaissances et ça aurait été me trahir tout seul. Et donc j'ai acheté cet ours en espérant qu'à son départ et en enlevant le feutre, il y ait pu y avoir une numérotation et une signature, et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, ça c'était assez amusant, et c'est une œuvre que l'on avait, exposée ensuite lors de notre 1re sélection à la TEFAS de Maastricht. D'accord, OK, OK, bah, très intéressant et si je peux vous demander, votre objet préféré, en fait, je sais que vous en avez vu des centaines, voire des milliers, mais vraiment l'objet, qui vous est le plus cher, est-ce que c'est peut-être, le premier que vous avez vendu? Ah, le plus cher justement, donc celui qui pour vous a une valeur symbolique très forte. Ouais, et il y en a plusieurs parce qu'en connaissant ce métier, en débutant, pardon, en commençant ce métier, j'étais vraiment pas très doué. Et le fait d'être pas très doué fait que, bah, les marchands vendent mal. Pas parce qu'on n'a pas trop d'argent, donc on achète une œuvre, il faut vite s'en défaire en prenant une petite, commission. Mais on a vendu beaucoup, beaucoup de sculptures. Heu, mais je parlais tout à l'heure de Marcel Lémar, ça fait partie des artistes ou lorsque je vendais, leurs sculptures, je me souviens d'une girafe en plâtre qui se trouve maintenant, à Arles, dans le sud de la France. Je me souviens d'un éléphant en bronze. Ce sont des œuvres où j'étais, ravi de les vendre, et une seconde après les avoir vendues, je regrettais déjà, en me disant que je regrettais en fait de ne pas être assez riche pour être collectionneur et de devoir être marchand. J'aurais adoré pouvoir garder ces œuvres-là. Mmh. Ah, c'est un sentiment, vous savez, c'est vous n'êtes pas le premier qui me dit ça, c'est ce sentiment de d'attraction, folle et d'amour en fait qu'on a envers une pièce et de la nécessité marchande de devoir, le vendre, après de le transmettre finalement à quelqu'un d'autre. Mais cette notion en fait de cette relation que l'on construit avec un objet, notamment si on y fait des recherches dessus, qui prennent du temps pour le légitimer et lui, garantir un futur, eh bien, j'imagine que ça crée une fusion, entre vous et l'objet qui sont juste incroyables. Ouais, exactement. Et puis je trouve que pour un marchand, peu importe le domaine, j'ai des confrères, spécialistes en tableaux, d'autres dans les antiquités. Quand on trouve une œuvre, formidable qui est pile dans notre domaine de prédilection, eh bien, c'est rare en fait. Sur le nombre, je fais ce métier depuis 25 ans, mais elles sont rares les œuvres où on se dit: «Là, j'ai vraiment un chef-d'œuvre entre les mains». Ouais, tout à fait. Je vois très bien et justement, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis archéologue de formation, donc spécialisé en égyptologie, j'ai travaillé dans plusieurs galeries d'art. Et moi, ce que j'adorais, c'était toucher les objets, la patine, la matière, la porosité, du marbre, ou l'aspect un peu lisse, du bronze. Bref, tout ça, et quand je voyais les collectionneurs, rentrer et voir leurs yeux, juste briller, c'était quelque chose d'exceptionnel et c'est un sentiment que je voulais, vous demander aujourd'hui, mmh, au niveau en termes de collectionner, aujourd'hui en 2025. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que collectionner, hem, de l'art, a évolué dans le temps ou il sera obligé d'évoluer dans le temps? C'est une question sur laquelle on pourra revenir après, mais vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, il y a une évolution, qui est très importante. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé, et là je ne parle que de sculpture parce que c'est mon domaine, mais je n'avais pas de clients, je n'avais pas de collectionneurs particuliers, donc je vendais à des confrères, et notamment, François Fabius, que j'aimais beaucoup parce que qui n'était pas, avare de transmettre, ses connaissances, et il ne vendait qu'à des particuliers, qu'à des jolies collections. Il ne vendait qu'à des amoureux des œuvres d'art et à des amoureux du beau. Hem,
aujourd'hui, nous avons des collectionneurs qui existent encore, qui sont toujours amoureux du beau, comme je le disais, mais il y a un côté financier qui rentre en ligne de compte, où on peut acheter une œuvre d'art sans en être follement amoureux, mais juste en se disant: «C'est un bon investissement». On peut, la fiscalité, étant favorable aux œuvres d'art, on peut acheter une œuvre d'art en se disant: «Ça sera une très bonne base pour une donation ou pour une transmission aux enfants», sachant que la plus-value est nettement inférieure à un bien immobilier, par exemple. Et donc en fait, aujourd'hui, il y a un mix de l'amoureux de l'art, du financier, du fiscaliste, mais au 19e siècle, par exemple, ou au début de ce siècle, il n'y avait que des amoureux de l'art qui achetaient les œuvres d'art. Intéressant, intéressant et je me posais la question aussi, des nouveaux publics, de comment vous gérez vous-même, en fait, je dirais le développement de la galerie vis-à-vis de nouveaux collectionneurs qui pourraient s'intéresser à la sculpture animalière, ouais. Oui, bien sûr, il y a une évolution, une nouvelle clientèle qui apparaît. Là, je le dis en toute modestie, mais on récolte aussi le fruit de notre travail. C'est-à-dire que depuis des années, on a tenté d'élever la sculpture animalière et de la faire connaître, du plus grand nombre. Cette nouvelle clientèle, elle arrive par, 2 biais essentiellement. Les salons nous permettent de rencontrer de nouveaux clients, des jeunes, des visiteurs. Ça peut être un coup de cœur. Ça a été le cas au dernier salon Fine Art au Grand Palais, où nous avons vendu à un jeune couple de 40 ans qui, pour leur cadeau d'anniversaire de 40 ans, ont acheté un bronze. Il y a aussi toute une évolution du goût qui se fait grâce aux décorateurs, grâce aux art advisors, les collaborations que l'on peut faire. Heu, Lorsqu'un décorateur renommé et avec un grand talent, je sais pas, je pense à Charles Zana que j'aime beaucoup et qui est un voisin du quartier. Lorsque Charles fait une exposition et qu'il expose une sculpture animalière, il va drainer une nouvelle clientèle et nous allons du coup pouvoir, rencontrer de nouvelles personnes qui n'auraient plus eu l'idée par eux-mêmes d'intégrer une sculpture animalière sur une console ou sur une table basse. Et on se rend compte que cet effet de mode, que que des décorateurs puissent aiguiller leurs clients, que les art advisors puissent aiguiller, grâce à eux, nous rencontrons de nouveaux clients et jeunes, de plus en plus jeunes. D'accord, OK et donc c'est en fait, c'est un gros travail, d'écosystème, de création d'un réseau, finalement, un réseau qui prend du temps. Vous avez raison, ça prend du temps. Je trouve que c'est parfois trop long, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas vendre d'art sans être un petit peu connecté, sans avoir l'aide des réseaux sociaux, l'aide des art advisors, l'aide des décorateurs et ce marché fonctionne, les uns avec les autres. Il y a une très grande synergie et une très grande, confraternité aussi, je trouve, entre les différents acteurs du marché de l'art. Je voulais vous demander, pour continuer notre interview, par rapport donc, à vos débuts, par exemple, dans un salon comme la TEFAF. C'est quoi, en fait, justement, le sentiment, d'un galériste, d'un marchand qui dit: «Ah, tiens, j'ai réussi à intégrer un salon important comme la TEFAF» et après, ça a pris quand même du temps, enfin, parfois, on ne le voit pas, on connaît pas tous les sacrifices, tout le temps que vous avez investi pour et l'argent pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Bien sûr, c'est difficile pour un privé de se rendre compte, les étapes, du nombre d'étapes à franchir, mais lorsque j'ai été pris à TEFAF, c'est parce que j'avais été accepté à la BRAFA et c'est parce que j'avais été accepté à la BRAFA que Christian Dédier m'avait proposé un très petit stand à la Biennale en 2012. J'avais le plus petit stand du Grand Palais qui mesurait 10 mètres carrés. Et puis le board de la TEFAF, en 2014, était venu voir le Grand Palais et là m'a proposé, encore une fois, un tout petit stand, ce qu'on appelle le showcase pour les jeunes marchands à TEFAF. Je me souviens, en effet, lorsque j'ai reçu cet email pour me dire que j'étais pris, c'était une joie, immense, hein. J'avais les larmes aux yeux en lisant le mail parce que 6 ou 7 ans auparavant, j'étais allé là-bas en tant que visiteur et en me disant: «Si un jour moi qui ne viens pas de ce milieu, j'ai commencé au plus de vent et je me dis: «Si un jour je peux intégrer TEFAF, ça serait vraiment merveilleux» et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est un long cheminement.
Et une fois qu'on est à TEFAF, c'est pas pour ça que c'est acquis et c'est pas pour ça qu'on deviendra un bon marchand. Mais j'étais très, très fier de faire partie de cette communauté, en tout cas, de marchands reconnus. Alors que j'étais très conscient que je vendais des sculptures animalières, que c'était pas très cher et qu'autour de moi, il y avait des marchands internationalement renommés qui avaient des œuvres, très importantes sur leur stand. Mais ça m'a beaucoup motivé en tout cas, à continuer. Et en 2016, je n'avais pas été sélectionné parce qu'après le showcase, il fallait renvoyer un dossier et j'avais été très, très déçu de ne pas être, pris et plus que déçu, j'avais été très, très triste et ils m'ont repris en 2017 et donc cette année, enfin l'année prochaine, en 2026, ça fera donc notre 10e participation. C'est un salon qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi, qui a beaucoup changé ma façon d'appréhender le mon métier, le marché de l'art, ma relation avec des confrères. TEFAF a été vraiment un moteur pour moi. TEFAF, très bien. Et en parallèle, donc il y a un salon, vous l'avez mentionné, Biennale. Biennale qui aujourd'hui en fait, n'est plus biennale d'ailleurs, elle est annuelle. Et ben, on peut partager avec notre public aujourd'hui, la l'excellente nouvelle, c'est-à-dire que le salon qui s'appelait donc, Fine Arts Paris La Biennale, qui a eu, lieu pendant 3 éditions. Aujourd'hui, ça a été un peu réaménagé et rebrandé en, Fine Arts Paris. Exactement, c'était le nom d'origine. C'est un salon qui a 8 ans, qui a débuté avec une trentaine d'exposants à la Bourse de Paris, et s'appelait Fine Art Paris. Il y a eu ensuite un partenariat, une fusion avec le Syndicat national des antiquaires et puis nous avons donc, organisé ce salon en intégrant le mot biennale, donc c'est devenu Fine Art La Biennale, FAB. Et hem et puis à compter de l'an prochain, le salon va changer de nom à nouveau, va reprendre son nom, d'origine et nous allons revenir à Fine Art Paris. Ça aura toujours lieu au Grand Palais. Nous avons changé beaucoup de lieux et c'était du coup difficile à mettre en place ce salon. Nous sommes passés de la Bourse au Carrousel du Louvre, puis au Grand Palais éphémère pour enfin arriver au Grand Palais, avec des dates qui n'ont pas toujours été les plus faciles, avec une météo qui ne nous a pas aidés, L'année dernière, ça caillait. avec des gilets exactement, avec des gilets jaunes dans la rue, avec bon bref, du coup ça a été un peu dur. Là, on arrive enfin à trouver un rythme de croisière, hem, qui nous plaît. J'ai trouvé que la dernière édition en septembre était très réussie. Hem, les exposants étaient ravis parce que je me dis toujours que pour qu'un salon fonctionne, il faut que les marchands en vendent pour qu'ils reviennent. Nous avons eu de très bons échos. La clientèle était très belle, il y a eu beaucoup plus d'entrées que les années précédentes. C'est long. Monter un salon, c'est justement comme faire ce métier d'antiquaire, c'est qu'il y a des étapes à franchir, ça ne se fait pas en 2 minutes, mais l'équipe organisatrice du salon est très, professionnelle, très douée et très dévouée. Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Et alors, parce que nous avons quand même pas dit la nouvelle principale, c'est que donc vous avez pris, depuis quelques semaines le relais en tant que président du conseil d'administration, de FAP, finalement, c'est ça? Oui, exactement, c'est un salon qui est organisé, heu, par des marchands, pour des marchands, mais par des marchands et Louis de Bézère a été, président et du salon du dessin et de FAB pendant des années. Il a vraiment, passé beaucoup, beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'énergie pour la réussite de ce salon. Il reste président d'une société qui organise les 2, le salon du dessin et puis Fine Art Paris. Moi, j'ai été nommé à la présidence et j'étais très, très fier, en tout cas, de la confiance que m'accordent les autres actionnaires pour Fine Art. Et Hervé Aron et Florence, Chibret-Plançu s'occuperont quant à eux de la présidence du salon du dessin. Très bien, tout à fait. Et bien donc, félicitations, Xavier, en tout cas, Mais merci de la beaucoup. part de toute la Merci. communauté de Ressenti, quoi. Et je voulais vous demander donc au niveau des salons, qui sont devenus, un incontournable finalement dans la stratégie de développement, des galeries face, disons, avant il y avait une asymétrie forte, avec les maisons de vente aux enchères, qui avaient, un avantage concurrentiel, assez fort. Aujourd'hui, les salons et les foires, bah, permettent de rassembler des écosystèmes,
de marchands, de galeries et donc en fait, ça permet de pouvoir en fait profiter dans un seul endroit de tout l'écosystème, dans tous les domaines artistiques, pendant une durée limitée. Donc ma question c'était, aujourd'hui les foires, je vois que ça se développe, dans tous les sens, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a peut-être un peu trop? Et si oui, comment en fait justement, peut marcher une bonne foire? Quelles sont les fondations pour que, les actionnaires, les organisateurs et les marchands soient contents et comment ils choisissent, une foire plutôt qu'une autre? Il y en a beaucoup, vous avez raison, mais il y a certaines foires qui restent les foires, incontournables. Fine Art Voilà, Fine Art Paris va s'inscrire, parmi celles-ci. La TEFAF de Maastricht est une foire incontournable. Je parle de salon de généralistes. La BRAFA à Bruxelles, où j'étais exposant pendant 12 ans, est également une foire importante et Fine Art, Paris à Paris le devient aussi. Le monopole est jamais très bon. Heureusement, j'allais dire heureusement même pour nos collectionneurs et pour les exposants, qu'il n'y a pas que TEFAF ou que Fine Art ou que la BRAFA, parce qu'à une période de l'année, il y a des collectionneurs qui ne pourront jamais se rendre aux Pays-Bas ou jamais se rendre à Paris et il faut qu'on ait chacun un petit peu une propre identité. L'attrait de Paris, c'est incontestable parce que la ville est excessivement belle. Le lieu dans lequel nous exposons, le Grand Palais, c'est tellement historique et c'est une œuvre d'art, à lui-même. Donc mettre des œuvres d'art au sein d'une œuvre d'art, je trouvais l'idée plutôt bien. Et ensuite pour que la foire fonctionne, il faut avoir un attrait incroyable par rapport aux autres. Il faut que nous ayons des marchands, des locomotives, des exposants qui soient des exposants très importants. Cette année, la galerie, Valois, pour fêter le centenaire de l'art déco, avait un stand qui était muséal et vraiment je n'exagère pas en le disant, avec des chefs-d'œuvre de l'art déco, dont ce fameux fauteuil, d'Éliane Gray. Il y avait une exposition curatée par Jean-Hubert Martin qui s'appelait Beauté désordonnée et qui rassemblait, 5 marchands, importants au sein d'un même grand stand. Nous avons invité le musée Énissime de Camando. Nous avions la galerie Landau de Montréal qui fait partie des plus importantes galeries au monde, avec des œuvres incroyables. Tout ça fait qu'un salon est remarqué et est remarquable et le demeurera. Il faut qu'on ait un mélange. Il ne faut pas non plus oublier les marchands qui débutent, les marchands, beaucoup plus petits, mais même si j'aime pas ce terme, tout simplement comme moi, tout plus petits dans leur chiffre, par leur chiffre d'affaires ou plus petits par la qualité des œuvres qu'ils présentent. Il faut que ce mix soit harmonieux, que l'on ait un petit peu de tribal, que l'on ait quelques libraires, il faut que l'on ait des bijoutiers, des tableaux anciens, mais également du moderne, de la sculpture, et c'est ce mix qui va, intéresser les collectionneurs, les visiteurs et c'est aussi ce mix qui va permettre de déclencher une vocation dans un nouveau domaine chez un collectionneur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est invité par un bijoutier pourrait tomber, et j'espère qu'il le fera, pourrait tomber amoureux d'une panthère en bronze ou pourrait tomber amoureux d'une aquarelle, moderne ou d'un dessin ancien et offrir aux gens un panel aussi diversifié tout en maintenant la qualité parce qu'en fait c'est ça aussi le secret, c'est qu'il faut que les exposants montrent des œuvres de qualité et que l'expertise avant l'ouverture du salon soit sans faille pour que l'on présente, à notre clientèle des œuvres où il n'y a rien à redire, hein. Tout à fait. Je réfléchissais à Frieze, à Londres, où, enfin, Frieze Masters et Frieze, donc il y a 2 composantes, stratégiquement, c'est intéressant ce qu'ils font, mais après si on voit la location, la venue, l'endroit, franchement, pas pour être, chauvin, mais c'est vrai que le Grand Palais, ça fait une meilleure figure meilleure impression qu'un stand, d'une tente, voilà. Bien sûr, le fait de ne pas être sous une tente, c'est autre chose. Alors après nous avons des contraintes, qui sont très importantes avec le Grand Palais, des contraintes dans la construction, quelques petites, fuites d'eau qui arrivent du plafond, des coûts de location, exorbitants par rapport à une tente. Mais si on veut à la fin que ce salon soit une réussite et soit incontournable, il faut, que l'on fasse l'effort de d'accepter ces contraintes, d'accepter ces coûts mirobolants et c'est comme ça qu'on arrivera en tout cas à avoir une manifestation de grande qualité. OK, super.
On va vers la fin de notre, podcast, Xavier, mais je voulais vous demander, vous aujourd'hui, comment voyez-vous en fait, l'avenir, du marché de l'art? Bien sûr, comme tout marché, il y a des cycles, il y a des conjonctures. Aujourd'hui, on sait bien qu'on vit, une phase historique, très délicate, de l'instabilité économique, au niveau français, qui n'aide pas, réglementaire. Mais donc, comment s'en sert, dans tout ça, le marché de l'art, français? L'avenir, il est difficile de le prévoir. Je suis marchand de sculpture et pas de vin, mais en fait, nous sommes tellement tributaires de ce qui nous entoure et quand je dis ce qui nous entoure, d'un changement éventuel de fiscalité. Imaginons une intégration des œuvres d'art au sein d'un ISF, ça ne pourrait pas aller. Les turbulences, mondiales, les risques d'attentats, les mouvements sociaux qui pourraient naître. On se rend compte que donc ce marché de l'art, il est parfois peu stable, il est très assujetti à ce qui l'entoure. Mais néanmoins, il reste une valeur très, rassurante pour les gens. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez voir votre banquier en lui disant: «Si j'achète telle ou telle action, dans 3 ans, combien elles vaudront?» Et il dira: «Je sais pas, j'espère qu'elles vaudront plus». Mais quand on a une action, on va pas la mettre sur son mur ou sur sa commode et ce marché de l'art, on se rend compte que pour les gens aimant le beau, pour les gens un petit peu, esthètes, acheter une œuvre d'art, même en période délicate, c'est toujours rassurant. C'est justement faire rentrer un petit peu de gaieté, de positivité, de beau chez soi et ça n'a jamais cessé. C'est-à-dire que même en cas de et on en a vu, avec ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui peut se passer avec les gilets jaunes et cetera. On n'a jamais eu la galerie à l'arrêt. On a senti parfois quelques freins, quelques ralentissements, mais on se rend compte qu'il y a quand même une valeur probablement typiquement française parce que la France est tellement riche de ces objets, de ces monuments, de cette architecture, qu'avant que le marché, s'effondre, on a beaucoup, beaucoup de temps devant nous. Oui, et j'ai aussi envie de dire que heureusement, même si on plaçait, l'art, au niveau de la pyramide de Maslow, des besoins, d'une personne très en haut, ben, ça pour moi, justement, quand il s'agit de temps difficiles, ben, l'art, la culture, c'est quelque chose qui, heu, ont vocation à rapprocher, les peuples, les gens, à chercher à rassurer une personne, par son esthétisme, par l'histoire qu'elle raconte. Donc, écoutez, Xavier, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. On a parlé de plein de sujets. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée? Une question à laquelle vous voudriez une question bonus à laquelle vous aimeriez peut-être donner, un peu plus d'importance, Non, 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 je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses, de mon parcours, de ma spécialité, du salon Fine Art. Je suis toujours très, très touché, je trouve très positif. C'est vrai, que ce soit votre podcast ou des confrères à vous, de mettre l'art en avant, ce qui a beaucoup manqué avant et ce qui est plutôt assez récent. Quand tout à l'heure je parlais de d'Art Advisor ou de gens comme vous avec les podcasts. Ce sont des nouveaux métiers, mais qui sont, fondamentaux pour justement faire connaître l'art au plus grand nombre. Nous parlions de nouveaux collectionneurs et nouveaux clients, mais c'est grâce aussi à votre travail. Votre rôle est primordial pour ça et je voulais juste, le souligner pour vous remercier. bien, c'est gentil et c'est très apprécié, je vous garantis. Très bien, et une dernière question pour vous, Xavier. Est-ce que vous auriez une lecture à conseiller, à nos auditeurs? J'imagine, vous êtes entouré de catalogues, de beaux livres, mais est-ce qu'il y en a un, pour un public pas forcément averti, mais qui pourrait aussi peut-être commencer à s'intéresser, à la sculpture animalier, d'où on pourrait commencer? Oui, en effet, alors il y en a différents, mais il y a un livre qui s'appelle «La splendeur de la sculpture animalière jusqu'en 1950», qui a été, écrit par un confrère que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Édouard Orsuel et qui a une galerie, où ils vendent la même chose que moi, mais qui se trouve à Londres et il a fait un répertoire, en fait, monographique de tous ces artistes, animaliers de 1900 à 1950 et pour un novice, pour un collectionneur novice, en tout cas, il est bien de se familiariser avec, des noms. Comme je disais, il n'y a pas que Pompon et Bugatti et heureusement, mais
de se rendre compte que les artistes de cette école, belge, de cette école française ou école suisse sont très, très nombreux et méritent d'être, connus. Génial, génial. Xavier, écoute, merci beaucoup pour votre présence sur Ressentico. C'est moi qui vous remercie, merci vraiment. C'était un super moment et je suis convaincu que, nos auditeurs seront ravis d'écouter votre histoire et votre parcours et c'est pour ça que je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Borna, merci encore. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Ressentico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Ressentico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.